La douceur n'est pas un luxe, c'est une manière de se réparer, de s'écouter et parfois de se sauver. Douceur, mode d'emploi, c'est parti. Bonjour ou bonsoir, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dans la poire. C'est un épisode un peu particulier puisqu'il m'a été soufflé indirectement par l'une d'entre vous. Cette personne se reconnaîtra peut-être. Elle m'a laissé la semaine dernière un long message vocal sur Instagram pour témoigner du bien qu'elle ressentait à écouter Dans la poire, particulièrement sur la question de la douceur et le fait que je n'attribuais pas de valeur morale à l'alimentation en mode ça c'est bon, ça c'est mal. Et j'ai envie de vous dire même chose pour les êtres humains. Et donc voilà, j'en dirai pas plus, mais ça m'a fait chaud au cœur que le podcast puisse vous faire cheminer, même jusque dans des pays assez loin de la France. Et ça m'a encouragé à continuer dans la poire. Et surtout, ça m'a inspiré un épisode façon douceur, mode d'emploi. Et oui, je le rappelle, depuis le début, Dans la poire, c'est un podcast qu'on construit ensemble une nouvelle fois. Alors dans cet épisode, on va voir plein de choses ensemble. Déjà, la douceur, c'est un mot qu'on entend assez peu souvent dans les conversations sur l'alimentation, mais j'ai envie de vous dire, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres domaines. On parle peut-être plus de régime, discipline, motivation, objectif, même plaisir quand même, pourquoi pas, mais très rarement de douceur. Et aujourd'hui, j'étais en téléconsultation avec une patiente qui me disait « Pour la première fois, je ne me suis pas puni après avoir mangé un gâteau. Je me suis dit que j'en avais eu besoin et que j'étais d'accord avec ça. J'ai identifié mon besoin et j'ai répondu à mon besoin et je me suis senti apaisé. » Waouh. Ce qu'elle vient de me dire, cette patiente, c'est que un simple changement de regard sur soi, une respiration dans la dureté du quotidien, eh bien, peut faire basculer, peut-être pas toute notre relation à l'alimentation, mais peut faire basculer pendant quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, quelques semaines, eh bien, au moins, aller changer notre regard qu'on porte sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu par rapport à l'alimentation. Alors, dans cet épisode, on va prendre le temps déjà de redéfinir ce que signifie vraiment la douceur pour comprendre pourquoi elle est si difficile à s'accorder, mais aussi et surtout pour découvrir comment elle peut devenir une force, un levier puissant dans la transformation de votre rapport à la nourriture. Pour celles et ceux qui n'iraient pas jusqu'au bout de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute. J'en vois d'ailleurs de plus en plus sur Spotify et sur Apple Podcast et à chaque fois j'ai une petite notification d'un commentaire. Je le lis, ça me met de la joie dans ma journée. Oui, vous avez le pouvoir de mettre de la joie dans ma journée. Puis j'y réponds très rapidement. Donc voilà, déjà pour moi, ça fait vraiment du bien, ça fait la différence et ça permet aussi de faire découvrir ce podcast à d'autres personnes qui en auraient peut-être un peu besoin. Alors, qu'est-ce que c'est la douceur ? Avant de parler de douceur envers soi-même, j'aimerais déjà qu'on prenne un instant pour poser ce mot, définir les termes du sujet comme on faisait jadis dans nos copies de philosophie. Alors, le dictionnaire Larousse définit la douceur comme une manière d'agir empreinte de délicatesse, de modération, de bienveillance. Je trouve ça intéressant parce que la définition commence par manière d'agir. Donc, dans la définition intrinsèque de la douceur, il y a à la fois la dimension action, j'agis, je m'active, je m'engage, mais aussi la qualité d'action, c'est-à-dire une certaine manière d'agir, c'est-à-dire la couleur, le timbre, la manière avec laquelle on va s'y prendre pour faire les choses. Là, ici, c'est délicatesse, modération, bienveillance. Et dans un monde qui valorise la vitesse, l'intensité, l'efficacité, eh bien, ces valeurs-là peuvent être perçues comme de la mollesse, de la faiblesse ou tout simplement inutiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être doux, être douce avec soi-même et avec quoi ne pas confondre la douceur ? Alors, on pourrait croire, étant donné la culture de la performance dans laquelle on évolue, que ce serait synonyme de se laisser aller, se relâcher, abandonner ses objectifs. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la culture de la performance ou d'idéologie performative, mais sachez que c'est, en quelques mots, une idéologie profondément ancrée dans nos sociétés occidentales, qui nous fait croire que notre valeur se mesure à notre efficacité,
notre productivité, notre capacité à contrôler et à optimiser chaque domaine de notre vie. Dans cette logique, tout ce qui ressemble à du repos, à du relâchement ou même de la douceur est perçu comme une menace, comme un frein, comme une faiblesse, comme un obstacle en fait à justement cette productivité, ce productivisme ambiant. Je vous donne un exemple, vous êtes épuisé et vous vous forcez à cuisiner proprement, entre guillemets, à respecter votre plan alimentaire alors que tout vous réclame du repos. Votre tête, votre cœur, votre esprit, votre corps, tout vous réclame du repos. Dans ce contexte-là, la culture performative, elle vous chuchote ou elle vous gueule dessus, c'est selon. Tu as commencé, tu dois tenir. Et cela même si c'est au prix de votre santé physique ou mentale. Autre exemple, vous vous parlez avec dureté après un moment d'émotion, de grisou, de tristesse, de spleen, et vous vous surprenez à vous dire « Bon allez, c'est bon, arrête de te plaindre, bouge-toi un peu les fesses, il y a pire que toi, hein, ça va ». En gros, le « il y a pire que toi », ça veut dire « Bon, arrête de t'écouter, tais-toi ». Quoi. Parce que justement, peut-être qu'on vous a appris que l'autodiscipline, c'est ça qui fait les gens forts, c'est ça qui fait l'autodiscipline. Pourtant, il a été prouvé maintes fois, et je vais vous en parler, que la compassion envers soi améliore la motivation bien plus durablement que l'autocritique, j'y reviendrai. Alors, la douceur, c'est plutôt une posture intérieure, c'est en fait un choix de traitement. Ce choix, c'est celui de se parler avec soin, même quand on dérape, même quand c'est dur, même quand on fait moins bien, entre guillemets, que prévu, et même quand on se sent nul. Être doux avec soi, ou être plus doux en tout cas avec soi si on y arrive, c'est choisir de ne pas rajouter une couche quand on souffre déjà. Ça me rappelle d'ailleurs une visio que j'ai eue le jour où j'ai enregistré ce podcast avec une coach en développement personnel. Je ne sais pas si elle apprécierait que je dise son prénom, donc je ne le dis pas, mais c'est une coach en dev perso dont j'apprécie le travail, la constance et le fait surtout qu'elle reste cohérente avec ce qui compte pour elle et les personnes qu'elle accompagne. C'est vraiment une sorte de modèle d'alignement. Et bien, bref, elle m'a dit, tu sais, si tu cours à ta perte, là, avec tout ce que tu fais, la podcast, newsletter, Instagram, tout ça, peut-être ne cours pas plus vite. Voilà. Donc ça m'avait pensé à ne pas en rajouter une couche quand on souffre déjà. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas la douceur ? Être doux avec soi-même, c'est pas forcément se dire bon, bah, je fais ce que je veux, tant pis pour les conséquences, allons-y, open bar, let's go, on s'en fout de tout, voilà, on n'a aucune conscience, on fait les choses complètement un peu porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc ça, c'est plutôt fuir sa responsabilité ou ignorer ses comportements, les éviter. Et c'est souvent le reproche que les gens du fit game ou des coachs un peu en motivation façon no pain, no gain disent à propos de la douceur, de la gentillesse ou de la bienveillance. Ils disent que c'est de la complaisance. Ils se complaisent, les gens. Ouais, voilà, faut juste ouvrir un dictionnaire et relire des mots. Hein, voilà. La douceur, c'est plutôt je vois ce qui s'est passé, je le regarde avec honnêteté, mais je ne vais pas me flageoler 24 heures pour autant. C'est-à-dire que je vais chercher à comprendre, pourquoi pas mettre une main sur mon épaule et à avancer autrement. Je vous raconte une petite anecdote de consultation. J'ai changé la situation pour que personne ne puisse se reconnaître, #éthique. Je me souviens d'une femme que j'accompagnais. Elle s'en voulait énormément d'avoir mangé la veille entre, je me souviens plus, je crois que c'était entre la moitié et les trois quarts voilà, d'une tablette de chocolat. Elle m'a dit, je savais que j'étais fatiguée, j'avais pas forcément faim, pas forcément envie, mais j'ai mangé quand même. J'ai tout gâché. Et moi, je lui ai demandé,
Imaginons que votre meilleur ami vienne vous raconter exactement la même histoire, là, avec ces mots-là, là, j'ai tout gâché. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce moment-là? Et là, elle a répondu toujours un peu avec dureté, ben oui, qu'elle a raison de se sentir mal. C'était trop de chocolat, hein, on mange pas une demi-tablette, voilà, tant pis pour ta gueule. C'est un peu ça qu'elle me disait, hein. Donc là, j'ai vu que les barrières se dressaient chez ma patiente et qu'elle était plus résistante que prévu. Parce que d'habitude, cette prise de perspective, ça désamorce un peu les choses. C'était pas le cas cette fois-ci. Du coup, acteur studio pour moi, j'ai pris la place de sa meilleure amie et j'ai joué son rôle en accentuant le trait, en venant dire que tiens, je suis nul, je sers à rien, c'est ni fait ni à faire ce que j'ai fait, tu te rends compte, c'est pas comme ça que je vais perdre du poids et en plus j'ai déjà des problèmes de santé, je mérite vraiment aucune attention, j'ai pas de volonté, je suis nul, machin. Et puis quand même, au bout de 30 secondes de critique, de jugement, cette patiente, elle m'a stoppé et elle a répondu, arrête de dire ça là, tu t'es pas nul, tu n'es pas nul parce que tu as mangé une demi-tablette de chocolat, hein. Peut-être que tu étais crevé, que tu avais besoin de réconfort et que tu as trouvé que ça, là, comme manière de te consoler. Mais tu vas pas te laisser définir par une action que tu as fait. C'est humain. J'ai marqué un temps de silence et je lui ai répété les mots qu'elle a prononcés. C'est humain. C'est humain. C'est humain. Voilà, c'est exactement ça, la douceur. C'est ne pas nier l'acte et pas s'en punir non plus. C'est faire de la place à l'intention derrière le geste. Même si le geste n'est pas parfait, même si on a quand même de fortes résistances, qu'elles soient éducatives, philosophiques, sociétales, sociales, politiques, bien sûr, et culturelles. D'ailleurs, si on explore davantage ces freins à la douceur, parce qu'il y en a, et je pense que c'est important de les mentionner, on trouve déjà sa propre éducation. Clairement, on oublie souvent une chose, c'est plus difficile d'offrir à soi-même ce qu'on n'a jamais reçu. Peut-être que certaines d'entre vous ont grandi sans famille, d'autres dans des familles où tout allait très bien dans le meilleur des mondes, présentez-les-moi, ou d'autres dans des familles où l'amour était là, mais peut-être sans mots, sans tendresse exprimée, sans validation émotionnelle. Peut-être que chez vous, les émotions, c'était un peu un tabou, c'était un truc genre un peu un non-dit, quoi. On ne devait pas exprimer ses émotions. C'est comme ça, on ne fait pas ça, quoi. C'était peut-être ça aussi, la norme culturelle et éducative. Peut-être aussi que personne ne vous a appris à consoler ni à être consolé en retour. Peut-être que même quand vous souffriez ou vous montriez vos émotions, on vous répondait, bon allez, c'est pas grave, hein, viens, je t'offre une... c'était quoi que ma tante, elle m'avait offert? Elle m'avait offert, oui, une glace parce que je m'étais fait piquer avec une guêpe et je disais que j'avais très mal. Et donc, voilà, bon, bref, c'est conditionnement enfantin. T'as mal? Allez hop, un petit peu de sucre. Justement, elle me disait, bon, ça va, t'es pas en sucre, allez, viens, je t'amène prendre une glace. Bref, voilà, donc forcément, en tant qu'adulte, avec ce type de conditionnement, la douceur, elle peut paraître, comment dire, quelque chose qui ne nous est pas réservé, quelque chose auquel on n'a pas droit, même un concept flou, quoi, voire dangereux, quoi. On se demande, tiens, si je baisse la garde, est-ce que je vais m'effondrer? Et puis en plus, concernant l'alimentation, est-ce que ça va pas être la porte ouverte à toutes les fenêtres? Ça commence comme ça, je deviens un peu gentil, un peu douce envers soi, et puis ça y est, je loupe ma séance de sport, et puis ça y est, tiens, pourquoi pas manger des chocolats avant le dîner, pendant qu'on y est. Ça, c'est l'inquiétude de l'autocritique qui est un peu en boucle en disant t'aventures pas trop dans la douceur. Mollo, fais gaffe, on sait pas ce que tu vas trouver. Reviens dans la critique, reviens dans l'autocritique. Ah, c'est peut-être pas facile, mais au moins c'est du sûr, hein, tu le connais le schéma de l'autocritique. Il y a la dimension genrée aussi, qui est un deuxième frein. Ça, c'est surtout si vous êtes un homme. La société, elle a longtemps transmis aux garçons que la douceur, c'est suspect, qu'il fallait être fort, dur,
indépendant qu'un homme, ça pleure pas, le fameux strong silent man qui se plaint pas, ne se fait pas marcher dessus, ne montre pas ses émotions, résultat, à l'âge adulte, la douceur, on peut dire même chose de la colère, la tristesse ou l'ennui, des autres couleurs d'émotions, eh bien la douceur devient un tabou émotionnel. Et quand elle ose se manifester, eh bien elle peut être accompagnée de gêne, voire de honte. Troisième frein, il y en a 1000 des freins, mais j'essaie de faire vite. Troisième frein, la construction sociale. La construction sociale. Cette petite voix intérieure qui nous dit « la douceur, fais gaffe, c'est pas une bonne idée », eh bien elle peut aussi être le produit de ce que la philosophe Anne Dufourmentel appelle une idéologie de la force. Elle a publié un ouvrage qui s'appelle « Puissance de la douceur ». Et dedans, elle affirme que la douceur est devenue quasi subversive dans une société, je vous le disais, qui valorise la domination, l'endurance et la performance à tout prix. La performance, quoi qu'il en coûte, j'ai même envie de vous dire. Pour reprendre des mots M-A-U-X, bien entendu. Donc elle écrit dans cet ouvrage que la douceur est une arme silencieuse, un acte profondément politique, parce qu'elle dit, et je cite, ouvrez les guillemets, « Je refuse de me traiter comme une machine. Je me reconnais comme un être vivant, sensible, vulnérable, et c'est ma force. » Et c'est ma force. Alors pour vous prendre quelques exemples de l'idéologie performative appliquée au domaine de l'alimentation et notre rapport à l'alimentation, concrètement ça peut être l'injonction à bien manger, manger proprement entre guillemets, manger sans craquer, sans écart. Ça peut se traduire aussi par un idéal du corps optimisé, tonique, maîtrisé et surtout en ce moment depuis plusieurs années, c'est musclé parce que en plus on vous dit que c'est bon pour votre santé, pour vos neurones, pour vos hormones, pour votre longévité. Donc si vous n'avez pas de muscles développés, c'est mauvais pour votre santé. Ça peut aussi prendre la forme de la culpabilité qui vient vous visiter dès qu'un aliment est associé au plaisir ou au relâchement, ou plutôt à j'accompagne ma détente avec un aliment plaisir, quoi, entre guillemets. Donc on a vu les freins et justement, quand on creuse le contenu des freins, pour ces raisons, la douceur est un antidote à cette pression plus ou moins visible. La douceur, elle permet de dire stop, elle permet de ralentir et de créer un espace dans lequel vous pouvez respirer sans condition de résultat. Mais quand vous respirez, vous n'avez pas forcément une volonté de respirer le mieux possible en ayant un résultat de dingue. Juste vous respirez. Même si maintenant, il existe des breathwork, des ateliers de respiration pour vous apprendre à respirer de telle ou telle manière, j'entends bien. C'est partout. Ce que je voulais vous dire dans l'idéologie performative, c'est que aujourd'hui, de plus en plus de penseurs, de penseuses, de militants, militantes et d'artistes affirment et démontrent que cette douceur n'est pas un luxe, c'est même un acte de rébellion. En témoignent des actes clairs pour refuser de se conformer à la productivité permanente avec le mouvement slowprenariat, avec la sieste comme acte politique et même la mise en scène de la sieste comme un acte de refus du néolibéralisme. Je crois que c'était Gaëtan Gabriel qui avait fait comme ça un post sur Instagram. Hey, le néolibéralisme, prends ça dans ta tête. Prends ma sieste dans ta tête. Ça peut être un geste de soin dans des corps qui sont pressurisés, marginalisés ou fatigués. Et peut-être une manière de recréer des solidarités là où l'individualisme nous pousse à nous isoler et à nous fragmenter. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à être plus doux avec soi-même? Qu'est-ce qu'on y gagne? Déjà, je rappelle que
la douceur répare là où la dureté nous abîme. La douceur répare là où la dureté nous abîme. Concrètement, quand vous parlez avec des jugements du type « Ah, t'as encore craqué, t'as aucune volonté, c'est ni fait ni à faire, eh ben franchement, t'en es encore là, etc. » T'as le réflexe de te reprendre un verre de vin, t'as encore le réflexe de prendre du fromage et du pain le soir parce que t'as la flemme, gna gna gna. Eh bien, vous activez ce qu'on appelle l'axe du stress. L'axe HPA pour les intimes, je vous mettrai des détails en description. Le corps produit un peu plus de cortisol, ce qui peut augmenter l'attention, la vigilance et paradoxalement le besoin de réconfort. Résultat, le cerveau cherche une solution rapide pour s'apaiser et la solution la plus rapide qu'il a trouvée jusqu'à ce jour, c'est la nourriture. À l'inverse, je dis bien à l'inverse, la douceur, lorsqu'on adopte un ton de voix apaisant, un contact physique rassurant comme une main sur l'épaule, une main chaude sur les paupières, une main sur le cœur, pourquoi pas, ou un langage intérieur compatissant, ça vient calmer l'amygdale et stimuler le nerf vague et qui vient activer le système parasympathique, le système du repos et de réparation, mais aussi de respiration, comme on en parlait il n'y a pas longtemps. Et ces effets sont assez bien décrits dans les travaux de Paul Gilbert, qui est fondateur de la CFT, Compassion Focused Therapy, Wall Again, Christine Neff, bien sûr, chercheuse pionnière sur l'autocompassion, et Stephen Porges, je crois que ça se prononce comme ça, j'en sais rien. Théorie polyvagale. Allez, si on fait un focus un peu plus précis sur la compulsion alimentaire, j'affirme la douceur est la voie de la régulation. La douceur est la voie de la régulation. En tout cas, la douceur peut mener à la régulation, si je suis un peu moins va-t-en-guerre. J'aimerais vous parler d'une étude de 2007. Je vous mettrai les sources en description de cet épisode. J'espère que je n'oublie pas, parce qu'à chaque fois je le dis et parfois j'oublie. Donc faites-moi un reminder si jamais j'oublie, mais je pense que je vais le faire directement après l'enregistrement. Les chercheurs et les chercheuses voulaient observer si le fait d'induire un état d'autocompassion chez des personnes venant de transgresser une règle alimentaire, eh bien ça allait réduire ou pas les comportements de compensation. Les comportements de compensation, c'est du type, tiens, puisque j'ai déjà craqué, autant continuer à mal manger. C'est un peu le foutu pour foutu, quoi. Et les participantes, elles étaient au nombre de 84 et elles étaient toutes préoccupées par les questions d'alimentation et de poids, peut-être un peu comme vous. Et toutes ces participantes ont été invitées à manger un beignet, donc un aliment jugé interdit dans le cadre de leur contrôle alimentaire. Et puis ensuite, elles ont été réparties en 3 groupes. Premier groupe, induction d'autocompassion. Les chercheurs et les chercheuses leur disaient un message du type « Souvenez-vous que tout le monde mange trop de temps en temps, ou mange un beignet de temps en temps, c'est normal. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Be kind to yourself. Soyez bienveillante avec vous-même. » Deuxième groupe, induction de neutralité. Pas de message émotionnel particulier. Troisième groupe, induction de culpabilité implicite en mode franchement, là, ça n'appartient qu'à vous de garder le cap, c'est important de garder le cap, vous avez fait une erreur, etc. Et ensuite, on a proposé à ces 3 groupes un buffet de bonbons pour le goûter, mais c'était en fait pour vérifier si elles en mangeaient et combien elles en mangeaient ensuite. Les résultats, c'est que les femmes ayant reçu le message d'autocompassion ont mangé significativement moins de bonbons que les autres groupes. Celles du groupe culpabilité, entre guillemets, ont eu la plus forte prise alimentaire post-craquage. Et donc l'autocompassion a interrompu le cycle « j'ai craqué, je me déteste, je continue de manger ». Puisque je me déteste, je continue, je fais un traitement de « je me déteste ». Donc je vais bien vérifier que je me déteste jusqu'au bout et continuer à manger. Mon interprétation, ce n'est que mon interprétation, vous êtes libre d'avoir la vôtre. La douceur, quand elle est sous forme d'autocompassion, eh bien, elle vient briser le schéma de culpabilité alimentaire qui peut être un déclencheur de compulsion, mais aussi un facteur de maintien dans les compulsions. La douceur, elle vient créer un espace de régulation émotionnelle où justement la personne peut reprendre le contrôle sans forcément aller au bout du paquet en se traitant de tous les noms. En gros, ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette étude, c'est pas besoin de se repunir
ou de remanger pour réguler cette émotion. Dernière partie, comment faire concrètement, comment faire pour cultiver cette douceur envers soi? C'est pas tout ça de dire des choses qui ouvrent les écoutilles de la nutrition et de la psychonutrition, mais alors comment on fait concrètement? Maintenant que vous savez ce qu'est vraiment la douceur, les contours de cette notion et pourquoi elle est si difficile à activer, et surtout ce qu'elle peut changer dans votre rapport à la nourriture, j'aimerais vous proposer 2 pistes concrètes. Première piste, créer un espace de sécurité intérieure avec une phrase repère. C'est-à-dire que quand vous traversez un moment difficile, que ce soit une compulsion, une émotion forte, un repas de j'ai surmangé, j'ai mal mangé, je ne suis pas fier de moi, le cerveau, il se met en mode urgence, il panique, il cherche un coupable, il cherche à juger, donc il est en mode tiens, c'est un gros problème, je vais te trouver une autre solution. Dans ces moments-là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de rompre la spirale automatique avec une phrase simple, répétée intérieurement, comme un point d'ancrage. Je vous donne quelques exemples, mais c'est vraiment à titre indicatif le plus important et ce qui marche le plus, c'est que vous trouviez vos propres mots à vous. Par exemple, ça peut être « Je fais de mon mieux avec les ressources que j'ai aujourd'hui. J'ai le droit de me tromper et je mérite le respect. Ce que je viens de vivre, ça ne définit pas qui je suis. Tu fais au mieux de ce que tu peux faire. » Vous pouvez en choisir une ou bien sûr écrire la vôtre. Je vous invite vraiment à façonner la vôtre, vraiment comme si c'était un vers d'une poésie que vous auriez créée. C'est ça qui marche le plus sur le moyen, sur le long terme. Et vous la répétez dans des moments où vous auriez habituellement, vous, tendance à vous blâmer. Plus vous pratiquez ce mini-acte de rééducation émotionnelle, plus votre cerveau l'intègre comme une réponse apaisante automatique. Alors pour aller plus loin, ce que je conseille à mes patientes, c'est de l'écrire sur un post-it et de la coller sur un écran d'ordinateur ou tout autre support avec lequel leurs yeux sont en contact fréquemment. Et ce que je fais parfois, c'est de créer des templates sur mesure pour leur fond d'écran de téléphone. Je leur demande quels éléments naturels les apaisent. Très beau lapsus, Charlie. Les appellent le plus entre la mer, l'océan, les forêts, les rivières, les montagnes. Et puis, sur une belle photo de mer, d'océan, de rivière, de forêt, de montagne, eh bien, j'écris la phrase qu'elles ont trouvée. Et je leur envoie plusieurs variantes pour que cette réponse apaisante automatique puisse les suivre tout au long de la journée, sachant qu'on verrouille et qu'on déverrouille notre téléphone en permanence. Je pense que ça peut aider. Deuxième piste, pratiquer un geste de régulation simple. Petit rituel, micro-rituel inspiré des pratiques de régulation du système nerveux. Il prend vraiment, 1 minute. Je vous invite à poser votre main sur le cœur ou sur votre ventre, là où vous ressentez le plus de tension, là où vous ressentez qu'il y a un nœud. Je vous invite à laisser vos yeux se fermer si vous le souhaitez et respirer lentement 3 fois. Donc, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Et je vous invite à dire mentalement une phrase de réassurance, votre phrase à vous de réassurance. Par exemple, la mienne, celle qui revient souvent pour moi, c'est « Je suis là pour toi, même dans ce moment difficile ». Bon, c'est la mienne et je vous souhaite de trouver la vôtre. Ce petit rituel-là permet d'activer le système parasympathique. Je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la résilience, me semble-t-il. Permet de calmer la charge émotionnelle et il vous permet peut-être, avec de l'entraînement, de ne pas chercher une régulation immédiate dans la nourriture ou dans l'autocritique, qui était peut-être votre réflexe naturel. Avant de vous laisser, je voudrais insister sur un point, la douceur, comme l'autocompassion, eh bien c'est un entraînement.
On ne devient pas doux ou douce avec soi-même du jour au lendemain, surtout quand ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on se traite avec dureté ou qu'on a été traité avec dureté. Disons que c'est comme un muscle qu'on n'a pas vraiment appris à utiliser. Ce muscle, il est quand même là, mais on n'a pas vraiment appris à utiliser. Et au début, ça peut sembler bizarre. Peut-être que le corps, il va faire ses adaptations par rapport à ce muscle. Il va développer des résistances. Et ça sera toujours intéressant à observer. Si vous rencontrez beaucoup de résistance, si vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'ai ouvert de nouveaux créneaux en consultation et c'est peut-être le moment pour vous de passer le pas et qu'on décrypte ensemble ce qui a forgé votre rapport à l'alimentation. Et si vous êtes coincé, prenez rendez-vous avec moi, je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Alors je vais vous laisser et puis je vous invite peut-être à vous poser cette question dans les prochaines minutes, les prochains jours. À quel moment dans ma journée pourrais-je faire preuve d'un peu plus de douceur envers moi-même ? Dans quel contexte ça m'aiderait ? Qu'est-ce que ça me procurerait ? Et en faisant preuve d'un peu plus de douceur, d'un gramme de douceur en plus, en quoi je ferais un pas de plus vers une vie qui marche bien, une vie à laquelle j'aspire, une vie qui vaut vraiment le coup d'être vécue. Si je résume ce qu'on a vu ensemble et ce que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est que la douceur, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. La douceur, c'est un choix courageux. La douceur, elle vous aide à sortir du cycle de la culpabilité. La douceur, elle transforme votre rapport à la nourriture de l'intérieur. La douceur, c'est un acte de résistance face à une culture qui nous pousse à toujours faire plus, à être plus, à tout contrôler davantage. Voilà, si cet épisode vous a inspiré quelque chose, que ce soit un changement, une émotion, un petit titillement du cœur, parlez-en autour de vous, partagez-le à quelqu'un, quelqu'une qui a besoin peut-être d'un peu plus de douceur dans son quotidien, dans son rapport à soi. C'est aussi comme ça qu'on peut changer les choses ensemble. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.